Donc, notre prochaine conférence sera donnée par Jean-Marie Barry, propriétaire de la ferme Tiquapé à Saint-Félicien. Jean-Marie a étudié à l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, campus de la Pocatière de 95 à 98. Il a débuté le transfert de la ferme Tiquapé en 2001 et celui-ci a été complété en 2010. Il est propriétaire unique depuis ce temps. L'entreprise a un schéma de production assez particulier. Régie biologique, monotraite, animaux dehors à l'année, vêlage saisonnier en avril et mai. La ferme a participé à Agriclimat et est également un site de démonstration de l'Association canadienne des plantes fourragères. Il nous présente aujourd'hui un témoignage intitulé « Produire du lait de façon saisonnière, c'est possible », d'une durée de 45 minutes. Bon, ben le petit plan de la présentation, ça va être super simple. J'ai quelques titres, j'ai quelques photos. Je vais essayer de bâtir quelque chose qui fait du sens au travers de ça, tout en expliquant ce qu'on fait chez nous puis où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Fait que c'est ça va être très simple. Conclusion, présentation de la ferme, fonctionnement des pâturages. C'est quand on rentre et qu'on sort de notre plein pâturage, c'est quoi toutes nos exceptions. Et les opportunités qu'on peut saisir dans notre façon de fonctionner. Ouais. Fait que c'est ça. Pourquoi je commence par ma conclusion, c'est que je voulais remettre en contexte un peu c'est quoi l'agriculture durable, parce que c'est facile dans le fond, chacun peut se qualifier d'agriculture durable. Pourquoi tu es durable dans la vie? C'est quoi être un agriculteur durable? C'est quoi avoir une ferme durable? Fait que là, je voulais commencer par ça pour expliquer un peu, dans le fond, la base de tout ça, je dirais. Et c'est quoi l'agriculture durable? Ben, tu sais, la première chose qu'on pense, c'est tout le temps, c'est le côté environnemental. T'es biologique, donc t'es durable. Ben non. C'est pas juste ça. C'est pas juste être biologique, c'est plein d'autres choses. C'est toutes les choses que tu vas faire qui vont faire que ton entreprise, oui, pour l'environnement en tant que tel, l'environnement, je dirais l'environnement très large là, pour la société en général, et aussi sur l'échelle de ta ferme, va te permettre de durer dans le temps. Fait que pour nous autres, l'agriculture durable, c'est cette partie-là. Mais c'est aussi la partie humaine. Parce qu'au travers de ça, j'ai une vie. Puis j'ai le goût de continuer à avoir une vie intéressante. Fait que des fois, si tu as une entreprise qui est durable dans le temps, mais ça fait que tu n'as pas de vie, puis que tu es peut-être obligé de te lever à 4 h du matin puis finir à minuit le soir, ben t'as bien que c'est pas durable parce que tu vas tomber au combat. Puis la troisième affaire, pourquoi tu vas être durable? Ben tu sais, c'est d'être durable du point de vue économique. Parce que si c'est super intéressant ce que tu fais, mais tu fais faillite dans 2 ans, tu pars avec ta boîte à lunch, tu vas faire d'autres choses, ben ça peut arriver que c'était pas si durable que ça, ta patente. Fait que, oui, dans notre cas, on considère être durable parce que de un, ben oui, la ferme est biologique, mais tout notre processus est toujours pour viser, dans le fond, cette entreprise-là. On veut pas qu'elle dure pour notre génération ou la prochaine. C'est pour les 100 ou les 1000 prochaines années qu'on met ça en place. Dans le fond, l'objectif, c'est d'essayer de trouver un modèle qui va te permettre de te projeter à très très long terme et de dire, ben dans 500 ans, là, mes sols vont être encore en santé, puis ils vont être encore aussi bons, sinon idéalement vraiment meilleurs que ce que j'ai aujourd'hui. Pour le point de vue humain là-dedans, ben, c'est de se dire, ben tu sais, je vis très bien, je manque de rien, mes employés vivent très bien, dans le fond, ils sont même mieux payés que la moyenne dans l'agriculture. Eux autres, dans le fond, ils sont contents de travailler chez nous, ils viennent de bonne humeur. Ben, tu sais, ça aussi, ça y fait pour quelque chose. Puis le côté économique là-dedans, parce que, tu sais, c'est un côté, justement, tantôt, pas Jean-Philippe, pas quoi. La ferme-là, il n'avait précisé, il dit, tu sais, on n'en parle jamais, on n'a comme pas le droit, c'est un tabou en agriculture, t'as pas le droit de dire que ça va bien ton entreprise. T'as pas le droit de dire qu'économiquement, tu t'en sors mieux que la moyenne, ou du moins que t'as l'impression que ce que tu fais, ça vaut la peine. Tu sais, nous autres, on dit tout le temps, ben, on fait pas beaucoup de brut, on fait beaucoup de net. Parce qu'on n'a pas de dépenses, fait que tout l'argent qui rentre, c'est du net. On fait un chiffre d'affaires chez nous en pas de 500 000 par année. Là. Fait que je regardais l'autre conférence, la 2e du matin, qui, dans le fond, les micro-fermes qui font quelque part au pâturage, puis tout ça, ils ont le même chiffre d'affaires que nous autres. Mais nous autres, sur 500 000, on fait plus ou moins entre 200 et 250 000 de paiement de capital par année. Fait que, c'est un pourcentage énorme de nos revenus qui nous permettent de faire du paiement de capital. Puis dans le paiement de capital, j'exclus la machinerie, parce que je considère, vu que c'est pas durable, la machinerie, je ne veux même pas savoir si je suis capable de la payer. La machinerie, c'est un mal nécessaire. Fait que c'est vraiment, on achète de la terre, on la paye, fait la ferme, elle fait pas beaucoup de brut.
tout le brut nous permet de refaire des paiements sur acheter de la terre, faire des améliorations à long terme pour se projeter dans le futur. Fait que c'est ma conclusion. Merci de m'avoir écouté. Ben là, c'est que vu que j'ai dit l'essentiel, s'il y en a qui n'ont rien à apprendre, rien à apprendre ou qui se disent ça ne m'intéresse pas tant que ça de savoir le reste, ben, c'est peut-être de profiter pour aller aux toilettes ou. Puis si jamais ça vous intéresse, ben là, je vais continuer à prêter là-dessus pendant encore 45 minutes, 1 heure. Fait que. La glace est cassée. Fait que maintenant, présentation de la ferme. La ferme Tiquapé, c'est quoi? La ferme Tiquapé, dans le fond, oui, c'est principalement moi, mais c'est aussi mon ex-conjointe qui travaille avec moi. Et j'ai un employé à temps plein. Mon employé s'occupe uniquement de tout ce qui a un rapport à machinerie, entretien, opération. Et dans le fond, mon ex-conjointe, elle s'occupe surtout partie de la comptabilité, soins des animaux, puis, mettons, la deuxième tête de l'entreprise tout le temps. Puis moi, au travers de ça, je fais un petit peu de tout, mais c'est surtout moi qui gère les pâturages. Le plan qu'on voit là, c'est un schéma, dans le fond, c'est un screenshot de mes terres. Puis dans le fond, pour vous donner une idée, ce qui est en plus turquoise, c'est mes pâturages de vache à lait. Ce qui est en vert, c'est des terres qui sont en rotation de foin et grande culture. Et ce qui est en vert forêt, c'est les nouveaux pâturages qu'on a fait cette année là, pour... dans le fond, on est en train de partir un petit groupe de vaches à bœuf là-dessus, là, tranquillement. Fait qu'au total, on parle d'environ 2350 acres, 1350 en culture. Puis là-dessus, on doit être à 650, peut-être 700 en pâturage. J'ai jamais fait le décompte exact. Là. Fait que c'est ça. Fait que ça représente 45 km de clôture. J'ai peut-être 20 km de tuyau à l'eau. Disons, du pâturage, on commence à connaître ça quand même pas mal. Là. Cette année, si vous avez passé une bulle, on a décidé de reclôturer un peu parce que justement, on avait l'objectif de monter un chameau de bœuf un peu. Fait qu'on a clôturé 225 acres cet automne là, de nouveaux pâturages. Fait que c'est ça, fait que c'est un peu ça le cœur de la ferme, nous autres, c'est le pâturage, le reste, c'est dans le fond, tout va finir par servir à notre entreprise. Après ça, on a des vaches laitières, principalement. Dans le fond, c'est le corps de ma business, c'est la vache laitière. Là, la vache à bœuf, c'est vraiment un nouvel ajout là, qu'on rentre en septembre. Là, c'est un petit troupeau de 31 vaches. Puis les vaches laitières, on a tout le temps une centaine de vaches laitières, un troupeau d'environ 130 têtes en tout. Et nos vaches sont traites une fois par jour. Ils ont uniquement du pâturage l'été, du foin l'hiver, fait qu'ils n'ont aucun grain dans la ration. La seule chose à part le foin qu'ils ont, c'est qu'ils ont de l'eau et du minéral. Fait que grosso modo, on parle d'une moyenne d'environ 3500 litres par vache. Là, je sais que là, si j'ai des potes de soda dans la salle, ils font tout. Mais dans le fond, moi je me dis tout le temps, ça n'a pas tant d'importance parce que. C'est un peu overrated. La production laitière, dans le fond, on a vraiment focusé sur la production technique. C'est important, il faut faire tant de. C'est pas juste ça, c'est aussi ce que ça te coûte puis comment il t'en reste à la fin. Là. Fait que, on a réussi à. En tout cas, dans notre cas, on a réussi en accent vraiment sur les pâturages, qui est un aliment à faible coût, de réussir à générer une certaine quantité de lait, qui nous fait une quantité de lait totale qui nous convient, parce qu'économiquement, c'est intéressant pour nous. Oui? Oui, merci. C'est pas le nombre de litres par vache qui est intéressant, c'est le nombre de dollars de revenus par dollar dépensé. Ouais, c'est ça, là, tu sais. Dans le fond, notre objectif, c'est vraiment. C'est pas notre objectif en tant que tel, parce que l'objectif, c'est peut-être de bien en vivre. Mais, oui, c'est là que c'est intéressant, c'est de dire, à la fin de l'année, il t'en reste-tu assez pour, dans le fond, répondre à tes obligations, à te servir, dans le fond, toi, de tes besoins, à toi remplir tes besoins, puis aussi de te projeter dans le futur, parce que tu veux quand même que la ferme reste dans les prochaines années. Au départ, dans le fond, je suis sorti de l'école en 2001, j'ai été un producteur très, très performant. Dans le fond, j'étais très technique et j'aimais ça jusqu'au jour où j'ai rentré dans le mur à me dire « Hey, c'est super cool, mais c'est pas ça que je veux montrer à mes enfants. C'est pas ce genre de vie-là que mes enfants, j'ai le goût de le montrer. » Et là, j'étais vraiment en train de faire une dépression. Puis là, dans la forme, ma blonde du terme, qui est mon ex qui travaille encore avec moi, elle dit « Mais c'est quoi t'aurais voulu comme ferme? » Je dis « Moi, je voudrais des vaches dehors à l'année. » Fait que là, ça sert à rien des photos. Là. Fait que là, nous autres, notre troupeau est dehors à l'année.
Il n'y a pas de toit sur la tête, c'est juste des brise-vents, ils ont un bête de pâle. Puis j'ai dit, je voulais avoir de quoi de super simple, le plus simple possible. Dans le fond, j'ai dit, moi, j'aimerais ça, un genre de modèle de bœuf, mais dans le lin. Puis là, mais j'ai dit, c'est impossible, on est dans le nord du Lac-Saint-Jean, il fait moins 47, ça se fait pas. Puis là, elle dit, mais les gars de bœuf le font. Oui, mais c'est pas pareil. Ben là, t'as pas là. Pourquoi c'est pas pareil? Ben c'est vrai, une vache, c'est une vache. Tu sais, dans le fond, fait qu'à partir de là, mais l'objectif là-dedans, c'est pas le bien-être, c'est là que je voulais en venir, il faut que je fasse attention. C'est pas l'objectif le bien-être animal, l'objectif, c'est le bien-être humain. Moi, c'est ça que je voulais, je me disais, hey, là-dedans, là, c'est où que j'ai le goût de m'en aller, puis c'est quoi j'ai le goût de montrer à mes enfants. Le reste, c'est toute une grosse accident de parcours. Est-ce que tu peux ramener le passage, si tu parlais des enfants, puis de ce que tu voulais leur montrer, il y avait aussi quand même un gros enjeu financier par rapport aux vaches que tu avais, puis l'étable que tu avais. C'était quand même un point pivot. Est-ce que tu as pris une décision pour le troupeau? Je sais pas exactement c'est quoi ta question, mais à l'époque... Pourquoi tu as eu un choix, en fait? À un certain point, tu avais le choix de bâtir une nouvelle étable ou casser le béton dans l'étable puis redesigner l'étable pour répondre au nouveau format des vaches, au Holstein qui grossissait, puis l'étable était plus adaptée. Puis là, c'était un peu dans cette fenêtre-là où est-ce qu'il y a une décision qui a été prise de ne pas rénover l'étable et de... Fait que c'est un peu, si tu veux, ouvrir cette brèche. Oui, mais dans le fond, c'est ça, c'était surtout pour le modèle qu'on avait le goût de montrer aux enfants. Mais on dirait que je me dis, c'est pas majeur que mon étape n'était pas adaptée parce que pour moi, c'est pas ça qui a fait que j'ai décidé de changer ça. C'est le risque là, de me dire après ça, OK, là, je veux aller au pâturage. Fait que là, c'est là que j'ai commencé. Fait que 2013, on a commencé à pâturer un petit peu. 2014, on a commencé à pâturer pour de vrai. Fait que là, c'est là qu'on a développé du pâturage, qu'on s'est mis à pâturer et à aller chercher des équipements pour le faire. Puis, c'est par la suite qu'on s'est dit, là, si on veut optimiser notre pâturage, puis vraiment dire, justement, s'en aller vers des vaches dehors à l'année, de dire de quelle façon on peut le faire, là, c'est là qu'on a décidé de casser le ciment, de faire un salon de traite. Mais je sais pas c'est quoi ta question exactement, Marie-Pierre, je suis désolé. C'est l'enjeu financier, parce qu'en réalité, à un certain moment, tu avais le choix de réinvestir dans un bâtiment ou de réinvestir dans l'apprentissage puis dans le développement des pâturages. C'est que l'État aurait fait encore un bon bout. Mais oui, ça reste que dans tout le calcul, j'ai visité quand même pas mal d'étapes, là, je me disais tout le temps, ça me tente-tu vraiment de me rembarquer dans des termes pour les 25 prochaines années, des gros paiements à faire? Puis dans le fond, dans mon cas, moi souvent, je me suis mis à faire le calcul. À toutes les fois que je faisais quoi, je me disais, OK, comment faut que je tire de vaches de plus pour faire ça? Là, si je veux payer cette étape-là, il faut que je tire 20 vaches de plus. Oh! Là, 20 vaches de plus, finalement, il faut que je fasse plus de foin. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Là, je me dis, là, finalement, il faut en envoyer plus. Ouais, ça vaut. Là, pour payer un envoyer de plus, il faut que je retire 20 vaches de plus. Là, finalement, il ne faut pas que je construise pour, mettons, 100 vaches, il faut que je construise pour 150 vaches. Puis là, finalement, c'était un peu ça, la patente de me dire, là, finalement, au contraire, si je fais un modèle bien économe, puis tantôt, je peux se remettre une photo du salon de traite, là. Oui, il y en avait une tantôt. Tu sais, le salon de traite, là, c'est tout ce qu'il y a de plus basique. Je l'ai fait par un entrepreneur, mais dans le fond, on a pris des données sur Internet, on a cassé le ciment. Puis, dans le fond, justement, on a transformé dans le vieil état, on a pris une petite partie, puis on a mis des barres de fer qu'on récupérait d'un tables. C'était un bon bout de ligne à l'air après ça. Bon, vieille ligne à l'air, mon ancien soigneur à mouler. OK, gars, ça, ce bout de fer-là va faire là. Puis on s'est fait un salon de traite vraiment bien cheap. Mais qu'on se disait toutes les fois, parce que c'est aussi, on avait regardé pour mettre un salon de traite de compagnie, mais on se disait, comment faut que je tire de vaches de plus pour réussir à mettre un salon de traite qui est vraiment plus fonctionnel? Puis au final, ça va-tu vraiment changer de quoi? Fait que c'est pour ça qu'on est venu à là. Fait que la ferme, tout est axé sur le pâturage, parce qu'à partir du moment qu'on s'est mis à faire du pâturage, chaque chose qu'on faisait devenait logique en fonction du pâturage. Fait que, tu sais, dans le fond, t'arrives, là, tu veux faire du pâturage, au début, mes vaches, ils veillaient de février à décembre. Ils veillaient à l'année à l'époque. Puis là, je me disais, là, si je veux axer sur le pâturage, je voudrais que ma vache arrive fraîche, veillée, pas mal dans le temps du pâturage. Fait que là, je vais commencer à faire veiller plus en masse. Puis là, finalement, chaque décision en amenant un autre de me dire, c'est quoi qui est logique là-dedans? Puis si je veux optimiser mon pâturage, fait que là, c'est là, moi, tout le temps, je veux produire du lait dans la période que l'herbe pousse.
Puis dans la période où c'est facile de le faire. Fait que l'hiver, comme là dans ce temps-ci, j'étais à mon plus bas. Là, actuellement, je dois être à peut-être 9 litres par vache. Là. Fait que, là, c'est mon plus bas, mon plus haut, il n'est pas si haut que ça. Là, mon plus haut, je fais peut-être 21 litres. Là. Mais je fais vraiment pas beaucoup de lait, mais je me dis, l'hiver, là, on donne comme là, on est en belle grazing dans ce temps-ci. Fait qu'on on a vraiment axé tout notre modèle sur de quelle façon on va faire du pâturage. Et là, avec les. Parce que je vois la photo du veau qui est né au pâturage, on s'est dit, t'as peu. Tu sais, le veau qui tombe dans la neige en mars ou en avril, c'est pas si facile que ça, sa vie, là. Fait que là, si je veux que ça fonctionne, mon modèle, peut-être bien que je suis mieux d'aligner mon vêlage sur la période naturelle chez nous. C'est comment ça se passe. Dans le fond, on est au nord du Lac-Saint-Jean. Ben là, on s'est mis à regarder dans la nature, puis se dire, dans la nature, comment ça se passe? Hein? Ben, les orignons, là, ça se passe tout au mois de mai, c'est pas pour rien. Là. Ben moi, si je veux que mes veaux survivent, si je veux que les vaches profitent de l'herbe, si je veux, les vêlages arrivent là. Fait que c'est vraiment, tout notre modèle a été fait en fonction de maximiser le pâturage. Oui? Comment? Ça dépend, c'est quoi la qualité? Dans le fond, il me demande si la qualité du lait est meilleure. C'est la qualité, c'est mettons. Mais mon lait est vraiment plus gras. Il est plus haut en protéines. Mais mes cellules somatiques, par contre, sont plus hautes que le normal. Je me tiens jamais vraiment bas en cellules somatiques. Parce que, moi, je pense qu'une des raisons à ça, puis c'est vraiment quelque chose qu'on se bat tout le temps contre ça un peu, c'est le fait qu'on ne dilue pas notre lait. Tu sais, dans le fond, on veut pas quand tu fais 30 litres avec ta vache, alors un pogne de quoi, là, tu dilues sur 30 litres. Moi, quand je dilue sur 8, j'ai pas tant le doigt à l'erreur que ça va pas payer. Mais, fait que c'est ça, fait qu'on se tient tout le temps à 200 000 de cellules somatiques. Mais oui, comme là, actuellement, ça, je suis à peu près à 9 litres par vache, je dois être bien à 6 de gras puis 4 et 5 de protéines. Est-ce que tu peux parler des nounous? Hein? Est-ce que tu peux parler des nounous? Moi, je peux bien faire ça. Il y a une belle photo de nourrice. Au travers de ça, c'est ça qu'on s'est mis à vouloir faire. Tu sais, dans le fond, comment ça se passe dans la nature? C'est là qu'on s'est mis, en 2015, c'était notre première année, qu'on a fait élever tous les veaux par des nourrices. Là, on arrivait, on a nos vêlages, les veaux restaient avec le maire, puis avant ça, on les mettait à la chaudière, comme la plupart des gens. Là, on s'est dit, hey, moi, là, le meilleur instituteur pour mon veau, là, c'est une mère. Elle sait comment ça marche. Fait que là, dès 2015, on a commencé, on met les veaux en dessous des mères. Dès que l'adoption était faite, ils s'en vont au pâturage. Fait que nous autres, les veaux sont tous élevés au pâturage en dessous d'une mère nourrice. Généralement, vers l'âge de 10 jours, le veau est au pâturage. Et il va passer après ça sa vie dehors. Fait que dans le fond, nous autres, dans le fond, on dit tout le temps, on l'a facile, là, dans le sens que la vache est super bonne. Elle monte, c'est quoi le courant électrique? Elle monte, elle les boit dans la boule. Le bac à minéral est là, tu manges de l'herbe, tu te baisses la tête et tu manges. Puis moi, je suis tout le temps surpris, des fois, les veaux, ça fait 2-3 jours qu'ils sont dehors, puis là, j'arrive, ils ont un gueule à terre, puis ils mangent de l'herbe. Peut-être qu'ils ne digèrent pas. Ça se peut que ça ne leur donne rien. Par contre, ça leur montre déjà comment ça fonctionne. Puis là, après ça, la fois, tout est facile, là. Puis quand tu arrives pour plus tard, tu vas ressortir, moi, je veux dire, comme là, mes temps sont encore au champ, mais que j'y ramène, c'est facile, ils connaissent les broches électriques. Fait que, tu sais, dans le fond, on déroule un moulinet de chaque bord du chemin, puis les vaches descendent, ils n'ont pas le choix. T'sais, ils savent qu'il y a du courant là-dessus. Fait qu'en vrai, on descend à la maison, puis c'est pas pire que ça. Fait que c'est tout le temps la vache que tout montrait à mon veau. Fait que dans le fond, moi, la seule chose que j'ai eu besoin, c'est de m'assurer que quand je suis parti de sa mère, puis je l'ai mis sur la nourrice, que lui, il aime la nourrice. Ça, généralement, c'est pas trop compliqué parce qu'il comprend qu'il y a du lait encore, fait qu'il veut boire. Et que la nourrice, elle accepte le veau. Puis dès que le match est bon, on se dit c'est beau, notre année est gagnée, c'est facile, maintenant, allons-y, puis on continue. Vous avez encore des Holstein? On n'a plus d'Holstein. C'est 100% du troupeau est croisé. Et honnêtement, la seule race dans toutes les races que je n'utilise plus, c'est l'Holstein. Quelle race que j'utilise, c'est toutes les autres. Mais principalement, Jersey, Brown Swiss et Hershey. La raison de ça, c'est que c'est quand même des races qui sont plus rustiques et qui sont facilement disponibles par le SIAC, que c'est pas compliqué à avoir, puis tu as des données fiables, puis tu sais, je me dis, je veux pas tant me casser la tête là-dessus. À chaque année, pratiquement, on essaye une race un peu plus exotique. Là, on a de la Guernsey au travers, on a essayé de la canadienne, on a mis aussi de la Montbéliarde, on a de la Fekvi, on a même une coupe d'Angus au travers du troupeau. Fait que dans le fond, toutes les races utilisées, sauf l'Holstein. Puis la raison, c'est que l'Holstein, c'est une Formule 1. Formule 1, il faut que tu lui donnes du gaz d'avion. Puis moi, rien qu'au pâturage, je le sais que la vache, elle va manquer. Parce qu'au départ, quand on a commencé à faire le switch, on s'est rendu compte que mes meilleures productrices, mes vaches étoiles, c'est les premières qui ont tombé au combat. Dans le fond, souvent, ils étaient juste pas capables de marcher.
Fait que là, j'ouvrais la barrière, ils partaient, puis là, quand j'avais reformé la barrière, il y en a 2 autres qui étaient rendus là, puis eux autres, là, d'aller manger puis d'aller boire, c'était tout qu'un sacrifice. Alors que les petits archers, eux autres, ça n'intervoit pas. Fait que dans le fond, ça a été là de fil en aiguille, on s'est rendu compte, finalement, la hosting est vraiment pas adaptée à notre modèle. Fait qu'on s'est mis à élever juste, dans le fond, juste essayer avec des croisés. Puis dans notre modèle, ce qu'on fait, on se taillit 21 jours. Ben, en réalité, c'est pas vrai 21 jours, c'est je taillerai 45 doses. 40 doses de taureau pur sang, puis 5 doses d'Angus. C'est une vache que je veux pas garder, parce que moi, le critère chez nous pour pas garder, c'est si une vache, elle a une patte qu'il faut que je taille de temps en temps, c'est sûr, je vais mettre un Angus, je la veux pas. Moi, tous mes animaux, je sais c'est qui, je les connais, mais je veux pas les connaître parce que j'ai eu des problèmes avec eux autres. Je veux connaître mes vaches parce que j'ai eu du fun avec eux autres. Fait que j'aime connaître mes leaders, j'aime connaître la vache à problème, la vache qui ne s'est pas délivrée. Je vais y mettre un Angus dedans parce que si elle ne s'est pas délivrée, il y a une raison. Elle ne fait pas dans mon modèle, je veux pas élever de elle. Tu sais, à le fond, cette génétique-là, je veux pas l'avoir dans mon troupeau. Fait qu'on fait 45 doses, après ça, on élève à chaque année des taureaux qui viennent d'une ferme pour garder le troupeau fermé. Et là, quand les 45 doses sont passées, on met les taureaux, puis c'est eux qui prennent la balance. Généralement, les taux ressemblent tout le temps pas mal à la même affaire. Au total, on a les doses plus les taureaux qui embarquent après. Normalement, on est à peu près 92% des vaches qui sont gestantes à la fin de l'année. Puis les autres, c'est ça, c'est 3 mois. Ce qui est vite après 3 mois, soit c'est réformé, soit l'année d'après, si elle est capable d'avoir encore assez de l'eau pour être d'après, elle va tomber nourrice. Puis souvent, après être nourrice, ben là, elle va sortir, c'est là qu'elle va sortir du système. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment élever les vaches les plus aptes à fitter dans notre système. Fait que dans le fond, ta vache que tu vas soit réformer ou envoyer comme nourrice, tu dis tu la gardes, elle, tu mets un Angus dedans, puis elle va aussi prendre un bébé de tes génitrices, c'est ça? Elle qui était vide, dans le fond, elle va faire un tour. Puis rendu au printemps d'après, elle va tomber nourrice. Fait qu'elle, elle ne sera pas saillie parce qu'elle n'est pas dans l'étable. Fait que c'est sûr qu'elle ne sera pas saillie. Ensuite, avec les nourrices, on met tout le temps les taureaux une trentaine de jours pour se dire, s'il y en a une qui colle dans la gang, elle va avoir la chance d'en revenir dans le système. Mais elle a vraiment pas beaucoup de temps. Après ça, si elle est vide, quand on arrive à l'automne, on fait les fouilles, ben elle s'en va. Fait que c'est comme une place pour les réformer un peu, les nourrices, là, parce que généralement, c'est des vaches à problème qui vont se ramasser là. OK, fait que c'est ça. T'as comme une nourrice une fois de temps en temps, là. Qui vont revenir, mais la majorité, il y en a quand même un certain pourcentage qui font partie de ceux qui vont être éliminés dans l'année. Puis je pense que tu l'as pas mentionné, mais tu mets combien de veaux par nourrice? Ça dépend. Ça serait la réponse dans quasiment toutes les questions que je peux avoir. Ça dépend. Mais c'est entre 1 et 3 veaux, ça va dépendre. Je sais pas si c'est une vache qui n'a pas vêlé dans l'année, que je vous dis que je fais rien que 3000 litres, on sentait que le printemps d'après, là, elle fait pas 20 litres. Fait que elle fait genre souvent 5 litres. Fait que là, c'est juste à la limite. Là, à 5-6 litres, je vais y mettre un veau. Si le veau va bien, ok, parfait, l'adoption s'est faite, elle s'embauche avec. Puis là, je vais lui donner la chance d'en revenir dans le cycle éventuellement. Mais sinon, ça paraît sur une fraîche vêlée aussi. Une fraîche vêlée, là encore, ça dépend. Si c'est une fraîche vêlée qui se ramasse nourrice parce qu'elle est problématique, mettons, c'est une vache qui a un problème à une patte. Puis là, à toutes les années, il faut que je la taille. Puis là, c'est un cas fait vécu l'année passée, on avait une. Il fallait la tailler à toutes les années, puis quasiment 2 fois par année. Puis là, je disais tout le temps, elle m'énerve. Fait que là, ben, quand elle arrive au printemps, elle a vêlé, on a besoin d'une nourrice. Ah, c'est cool, on va t'essayer, voir si ça ferait pas. Fait que là, t'es arrivé. On y a mis 3 veaux en dessous, puis on s'est dit, à 3 veaux, normalement, elle va être vide à l'automne, fait que ça va être bête à don, elle va partir. Fait que c'est comme une façon de réformer les vaches qui font pas notre affaire. Parce que là, au travers de ça, des fois, on met des tares, mettons, une tare premier veau, rentre ça dans le salon de traite, elle est folle raide. Pas capable de rien faire. Là, on se dit, crème, qu'est-ce que je fais? Ah, j'ai besoin d'une nourrice. Là, elle va y mettre rien que 2 veaux, parce qu'elle, j'ai espérance qu'elle revienne l'année d'après. Parce que la seule raison, c'est qu'elle est sauvage un peu. Qu'elle a eu 2 veaux qui l'ont toqué toute l'été au pâturage, ben c'est bien pas long qu'elle comprend, elle est désensibilisée, puis qu'elle revient sa ligne de traite, elle fait comme il n'y a rien là, c'est rien qu'une tréeuse, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que là, nous autres, ça va nous permettre de la rentrer dans le système après ça. Ah, oui. Salut Jean-Marie. Petite question quiz, là, on parle de régie de même, mais là, la question à peu près de tous les producteurs laitiers qu'il va y avoir dans la salle ici, là. Ta portion, là, quand tu arrives, là, c'est beau, ça va être tout au printemps, tu vas cracher du lait, tu vas accoter ta marge à côté en haut. Oui. Là, ta production va baisser au fil que le pâturage va moins pousser, mais tu vas arriver à l'automne, là, tu vas tomber comme en sous-production.
Puis tu vas avoir 2-3 mois dans ta saison que tu as peu ou pas beaucoup de production. Oui. La fédération gère ça comment avec toi? Ben, la fédération, en réalité, elle n'a pas un mot à dire parce que on n'a pas une obligation de produire. Les quotas, c'est une permission de produire. C'est pas une obligation. Fait que j'ai le droit de le faire. Je suis pas obligé. Puis moi, personnellement, je me dis, ben, j'aime-tu mieux faire du lait plus payant? Dans le fond, je fais moins de lait plus payant ou plus de lait pas payant? Fait que je me dis, ben là, dans ce faux-cas-là, je fais beaucoup de lait l'été dans la période que c'est payant d'en faire. Puis dans la période où l'hiver, mon coût de production est plus élevé, ça m'intéresse moins. J'ai le goût de prendre des vacances, de pouvoir venir ici. Ben, gars, c'est cool, mais je fais moins de lait, c'est moins compliqué, tout est facile. Puis, fait que moi, dans mon cas, mais oui, effectivement, il y a une partie de l'année. Dans le fond, j'ai 60 kilos jour. Au réel, c'est juste parce que je veux pas en vendre, mais tu sais, au réel, je fais 45 kilos jour. C'est ma moyenne annuelle. Fait que, tu sais, puis là, ça, c'est l'autre affaire tantôt que je disais, tu sais, on fait quand même des paiements de capital assez intéressants, on fait pas mal de profits versus très peu de quotas au final. Puis c'est pas dans le fond, c'est pas le reste, la grande culture, on a à faire. Je suis pas très bon là-dedans parce que j'ai pas le goût de devenir non plus dans ce cas-là. Fait que là, la grande culture, ben on en fait un peu, puis le reste, on en fait un peu, mais tu sais, le lait, à toutes les fois qu'on fait un litre de lait, on se dit, oh, c'est un litre payant, tu sais. Ouais. Salut. J'avais une question pour toi. Je me demandais si, justement, par ta sélection de types de vaches, puis ta génétique, puis tout ça, est-ce qu'il y a des vaches que tu gardes plus longtemps en termes de temps, contrairement à ce que tu aurais pu garder dans un système extrêmement productif par le passé? Oui, bien, les vaches, ça avait été drôle. Quand on a commencé à faire du pâturage, on s'est rendu compte que c'est les vaches qu'on pensait ne pas garder qui ont toffé. Puis finalement, c'est une entre autres que je pense, à sa première année, elle avait fait 4000 litres de lait, 4900 litres. Mais dans ce temps-là, j'avais 10 000 kilos de moyenne. Et c'est vraiment parce que j'avais une stalle de litres, puis que là, j'étais en train d'acheter du quota, puis je me disais, ben, regarde, je vais la garder, c'est bien correct. Mais c'est une vache à éliminer. Mais là, finalement, 2 ans après, on avait changé de système. Et là, elle faisait encore 5000 litres dans ce système-là. Elle était 3e gros, elle faisait autant de lait que les autres. Puis là, finalement, ben, tu sais, ben, là, elle s'est rendue à 15 ans. Fait que, tu sais, dans le fond, cette vache-là que j'arrête normalement éliminée, au final, ça a été ma meilleure vache, là, tu sais, de se dire, finalement. Puis on a. Ben, là, c'est sûr qu'on a très peu de données parce qu'on n'a pas de. Tu sais, je fais plus de DSA, on le fait papier parce qu'on se dit, le DSA répond pas à mes besoins. Fait qu'on fait plus le contrôle laitier non plus. Fait qu'il y a beaucoup de données qu'on n'a pas. Mais quand je le prends, parce que souvent, je vais le faire mathématiquement, là, rien que pour me donner une idée. OK, c'est quoi ma moyenne d'âge, moi, chez nous? Ben, la dernière fois, je l'ai compté, j'étais à 7,5. Fait que, tu sais, c'est quand même quelques années de plus que. Tu sais, dans le fond, les vaches, moi, chez nous, tu sais, c'est justement, je me dis, sont très peu challengées. Mais si elle ne réussit pas à coller, moi, elle s'en va, là. Tu sais, dans le fond, c'est tout le temps. Puis le premier critère, puis pourquoi j'insémine juste 45 doses, c'est moi, les vaches que je veux élever, c'est ceux-là qui collent dans le premier cycle. Fait que moi, si elle a collé dans le son premier cycle, dans les 20 premiers jours, parfait, tu t'en viens. Si t'as pas collé dans cette période-là, c'est que t'es pas bonne pour moi. Peu importe la production, je regarde pas, je veux même pas savoir comment mes vaches font de lait. Ce que je veux, c'est que globalement, est-ce que mon entreprise me convient? Est-ce qu'elle fait assez d'argent pour que je l'en vive bien? Je continue-tu à avoir du fun d'aller au pâturage? Je continue-tu? Fait que c'est ça. Ça m'amène à une question. Oui. Est-ce que tu as des problèmes de prédation, justement, Non. avec tes vaches à l'extérieur? Non. J'ai parfois des pertes, mais moi, je pense que les coyotes s'attaquent qu'aux veaux qui sont déjà morts. Oui. Parce que ça va arriver quand même une fois de temps en temps, si on arrive au pâturage, là, si je vais arriver, puis là, la vache a veillé. Cette année, ça arrivé quand même une couple de fois, là, parce que là, cette année, on a veillé dans la boîte, c'était vraiment pas facile. Là, t'arrives le matin, hop, il y a une vache de veillée, trouve pas son veau, finalement, il est rendu dans le fossé, et bon, ben, gars, c'est ce que je te dis. Ben là, lui, je l'ai pas élevé, là. Mais c'est ça, fait que oui, on a quand même des problèmes, puis souvent, quand j'ai un veau, parce que ça va arriver, là, des fois, j'arrive, je trouve pas le veau. Finalement, il est rendu dans l'autre champ à côté, hop, il a été traîné là, il est à moitié mangé, ben, je me dis, il y a des bonnes chances qu'il était mort à naissance, parce que la vache, ça va le protéger, tu sais, dans le fond. Après ça, je voulais dire, c'est ça, parce que là, je vois la photo de mon chien, puis dans le fond, j'ai un chien pour emmener les vaches avec moi, parce que vu qu'on fait une traite par jour, dans ce que ça nous permet, on va pâturer vraiment plus loin de la ferme. Fait que juste pour les vaches, ben, juste les vaches laitières, il y a environ 300 heures de pâturage rien que pour eux autres. Mais on va jusqu'à 2,4 km de la ferme pour pâturer. Mais le fait qu'ils font rien qu'une traite, ben, tu te dis oui, ils se dépensent en s'en revenant, mais c'est rien qu'une fois par jour, ça se fait quand même. Là. Quand sortir du plan de pâturage? Pourquoi je voulais mettre ça, c'est que au final, on a tout le temps, en tout cas, moi j'ai un beau plan de pâturage au printemps. Là. Ah, je vais faire ça de même, je vais faire ça de même, je vais faire ça de même. Puis ça va être super cool, puis là. Mais au final, quasiment pas tous les jours, mais maintenant toutes les semaines, j'ai une exception. Ah, ben là. Puis l'exception, c'est. Ben, ça peut être justement parce que souvent, je commence tout le temps dans le même champ là, pour répondre
À ta question, ben oui, je commence tout le temps dans le même champ parce qu'une balle permanente, c'est plus facile, je fais du bel grazing. Mais là, l'exception, c'est que quand j'en reviens au deuxième tour, ben moi, ce champ-là, je vais le sauter. Ou je vais sauter parce que, tu sais, c'est ça, je vais arriver, là, j'ai commencé dans celui-là, mais après ça, m'a tombé au champ numéro 7. Et là, ben, je vais continuer, puis quand j'en reviens là, je saute, puis après ça, m'a tombé dans le 2. Puis au troisième tour, dans le fond, on m'a trouvé à faire ce champ-là. Fait qu'il y a des champs qui ont moins de tours que d'autres. Parce que je le sais que je les ai hypothéqués à tel moment. Et j'ai eu besoin. Ben là, c'est de jouer. Fait que des exceptions, il y en a plein. Tu sais, il y a une sécheresse où, pour X raison, t'as raté ton coup. Parce que ça arrive des fois que je rate mon coup, là, que je fais comme, ah, finalement, quand j'ai fait tel move, c'était pas le meilleur move de ma vie, là. J'ai voulu forcer un peu plus, puis là, finalement, ça n'a pas décollé parce qu'on a tombé en sécheresse. Je pensais qu'elle allait mouiller. Ouais, finalement, c'était pas le meilleur move. Fait que là, t'as pas le choix de t'adapter. Fait que, tu sais, dans le fond, que ça soit n'importe quoi, ben là, finalement, on est 7 de novembre, il neige. J'ai encore du pâturage à manger, mais ouais, finalement, peut-être qu'ils vont le manger au printemps prochain. Fait que des exceptions, on en gère à toutes les semaines, sinon des fois à tous les jours. Fait que là, il faut des installations pour ça. Parce que si tu veux gérer des exceptions, il te faut des moyens d'exception. Moi, ce que j'ai, parce que souvent, notre premier point qui va faire qu'on va arrêter de pâturer, nous, c'est souvent le gel. L'eau va geler, si l'eau gèle, je suis plus capable de pâturer ce que je veux. Tu sais, tantôt, je disais, j'ai 20 km de tuyaux à l'eau, mais tous mes tuyaux à l'eau sont en surface. Fait que là, ben, c'est sûr que ça va arriver en évoque, le gel va arriver, ben là, comment je m'en sors, tu sais. Puis cette année, justement, il annonçait de la neige le 7 de novembre, on se disait, oh! Puis là, on a été chanceux parce qu'aller jusqu'au 7 de novembre, on n'a pas eu de froid. Fait qu'on se disait, hey, les tuyaux à l'eau sont tout ouverts. Mais là, c'est un matin que ça se passe. Parce que là, on a peur que ça gèle, on a l'impression qu'on sera plus capable, on veut pas que ça fende cet hiver. Ben là, c'est aujourd'hui qu'on démonte les clôtures. Parce que moi, les clôtures, j'ai laissé à l'hiver. Entre autres à cause des skidoo. Les skidoo arrachent nos clôtures, on trouve pas ça le fun. Fait qu'à l'automne, on descend toutes les clôtures à terre, on ouvre les vannes à eau pour drainer les systèmes. Ben là, c'est là que ça se passe. Fait qu'on... C'était pas prévu dans le plan, mais finalement, ce matin-là, c'est ça qu'on a fait. Fait que, on a des systèmes, dans le fond, on voit une stock boss là-dessus, puis on voit aussi une abreuvoir solaire. Puis ça, j'ai quand même de la chance. Ça aussi, il faudra que j'ouvre une petite parenthèse. Je vais ouvrir avant de parler de la boîte solaire. Un peu, ben, je sais pas si c'est tout le monde qui est dans ma chaîne même, mais on a tout du monde qu'on a la chance de connaître, que souvent, moi, je dis, c'est du monde plus brillant que nous autres. Dans le sens que, pas nécessairement qu'ils sont plus intelligents, mais qu'ils vont nous aider à nous amener plus loin. Moi, j'en ai une couple de chums de même que je me dis, comme là, pour la boule solaire, c'est Étienne Barrette, les frères Barrette et frères, c'est pour ceux qui sont dans le bœuf. C'est vraiment des top producteurs. Ben là, des fois, tu sais, j'ai une problématique. Eux autres, ils étaient dans le bœuf, moi, j'étais dans le lait, mais je les appelle. Hey, j'ai telle problématique, comment tu gères ça, toi, chez vous? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis là, on brainstorm ensemble. Puis, il m'a pas donné la réponse, mais il m'a permis d'aller plus loin. Fait que ça, c'est le fun, ce genre de réseau de contact-là. Oui, on en a un peu avec Internet aussi, des fois, mais tu sais, quand t'es capable de te déplacer puis aller jusqu'au troisième voisin puis dire, hey, viens t'asseoir, on va jaser un peu, puis aide-moi à trouver une solution à mon problème. Fait que ça, j'aime bien ça, ce genre de monde-là. Puis ça, il y a 2 ans, Étienne m'a aidé à faire ma bolle solaire. C'est vraiment une bolle qui a adapté d'une bolle qui se vendait, mais qui a mis pour qu'elle soit pratiquement 4 saisons. Fait que c'est isolé, il y a un chauffage au propane là-dedans, le panneau solaire pour la pompe à eau. Fait que tu sais, dans le fond, tant qu'il y a de l'eau dans le fossé, c'est supposé fonctionner. Je dis pas que c'est super facile. Dans le sens, ça a quand même ses défis. Mais comme là, la neige a tombé, là, on est, OK, ce qu'ils sont là, il y a encore de l'eau, mais là, ça achève. Je suis allé installer ma bolle pour les vaches à bœuf. Fait les vaches à bœuf, moi, ça, c'est cette bolle-là. Fait que là, moi, tout mon setup est fait en me disant, ben, je sais que dans tel champ, j'ai une stock boss pour, éventuellement, si j'ai besoin de ramener les tares, ils vont aller là. Là, les vaches à bœuf sur cette bolle-là, les veaux, eux autres, des nourrices, ils sont à telle place parce que j'ai monté une bolle chauffante à telle place. Fait que c'est d'avoir des plans B, puis des plans C, puis des plans D. Fait qu'il faut tout le temps essayer de penser à de quelle façon on va m'en sortir s'il arrive un problème. Fait que c'est un peu ça la gestion d'exception pour moi. Quand il neige, ben là, tu fais quoi? Puis quand il fait beau, tu fais quoi? Parce que là, j'ai beau dire, moi, l'année prochaine, on va sortir le 7 de mai, mais ça se peut que le 7 de mai, je suis encore avec un pied de neige, puis ça se peut aussi que le 7 de mai, je sois trop tard. Parce que la seule façon que je vois pour réussir à être au bon moment au pâturage, souvent, c'est de décoller trop tôt. Dans le fond, c'est de commencer, puis de se dire, ben là, je décolle tranquillement, je mets tout ça en place pour que, mec, ça commence à pousser. Faut pas que je sois enterré. Si j'attends qu'il y ait beaucoup d'herbe dans le champ avant de sortir, ben là, j'arrive à la fin de ma rotation, ça va être l'enfer, moi, être enterré. Fait que c'est ça. Après ça, là, on voit une photo de bel grazing. Ça, c'est une de mes façons, parce que justement, j'ai pas d'étable. Fait que là, j'ai pas le choix, rendu à une certaine période. Tant que les enclos d'hiver sont pas gelés, ben là, je fais du bel grazing. J'ai du stockpiling au travers de ça, c'est-à-dire du pâturage
Ouais, c'est ça. En tout cas, des stocks de pâturage qui n'ont pas été mangés. Fait que si tu vois, ça va être des champs que ça fait 90, 100 jours que j'ai pas été dedans. Ben là, je sais que les vaches vont être capables de manger ça. Vu que c'est du stock plus mature, il va peut-être un peu plus VSP, mais par contre, ils défonceront pas le sol parce qu'ils vont se garder une litière, tu sais, dans le fond. Fait que c'est un peu ça, ma gestion des exceptions. Après ça, opportunité de la ferme, opportunité et faiblesse. Qu'est-ce que je voulais dire? Opportunité de la ferme, dans le fond, je considère qu'on est quand même assez bien, dans le fond, positionné, dans le sens que, justement, on a énormément de résilience. À chaque année, dans le fond, j'ai eu l'opportunité d'acheter de la terre parce que j'avais les moyens d'acheter. Vu que j'ai eu les moyens d'acheter, j'en ai trop grand. Vu que j'aime pas faire de la céréale, je garde plus de foin. Mais tu sais, dans le fond, des prairies, dans le fond, que tu n'as pas fait la deuxième coupe l'année passée, un pâturage que tu n'es pas obligé de manger tard à l'automne, il va décoller plus vite au printemps, il va te permettre de... Fait que dans le fond, la résilience, on la bâtit à chaque année. Fait que ça nous permet de jamais être stressé avec notre entreprise. Après ça, les autres avantages de la ferme, ben c'est ça, c'est du point de vue économique. Ben ça va très bien, là, c'est vraiment pas stressant. Fait que moi, à peu près n'importe quoi qui peut me tomber sur la tête, me fatigue pas tant que ça, parce que je vais toujours avoir le moyen de réagir à ça. Après ça, les opportunités que je vais avoir, ben tu peux passer à la prochaine diapo. Que j'ai, ben là, ça c'est mes deux kids, ça fait quelques années déjà, là. J'ai le temps de vivre. J'ai le temps de partir avec les enfants, puis de faire après n'importe quoi. J'ai le temps, si j'ai un ami qui débarque chez nous à n'importe quelle heure, à peu près du jour ou de la nuit, de prendre le temps de prendre un café avec. J'ai le temps de jouer à des jeux avec les enfants. J'ai le temps, dans le fond, j'ai le temps de vivre parce qu'on a réussi à bâtir une entreprise où on n'était pas pogné dans le temps tout le temps. T'sais, oui, il y a des périodes de l'année, c'est sûr que des fois, il y a des journées que ça se peut que tu m'appelles et je vais dire, ben, oui, j'ai le temps, mais ton café, ça de prendre le tracteur avec moi parce qu'aujourd'hui, il manque quelqu'un et c'est moi qu'il faut qu'il aille. Mais c'est ça. Après ça, au travers de ça, ben, pourquoi l'arbre fruitier? C'est qu'au travers de ça, on a planté pas mal de brise-vents dans notre ferme. Fait que, de base, c'était pour protéger les animaux du vent, tout ça, mais indirectement, oui, on s'est ramassé avec plein d'avantages, à dire de dommages collatéraux, c'est pas des dommages, des avantages. Tu sais, justement, on a des fruits, on a dans le fond, des oiseaux, là, on est rendu avec des rapaces en quantité industrielle, c'est rendu que le club d'ornithologues local, ils sont tout à chez nous, là. Puis là, des fois, ils m'arrivent et ils disent « Hey, on a observé tel oiseau, ça fait 15 ans qu'on l'a pas vu dans le coin, puis dans le secteur, puis là, finalement... Fait que là, tu sais, je veux dire, entre autres, les hiboux des marais, ça faisait 15 ans qu'ils n'avaient pas vu, puis là, cette année, je n'avais 3 chez nous. Puis là, ils disent, il y a nulle part ailleurs que ça, ben là, c'est sûr que c'est pour ça là, dans le fond. Fait qu'on se dit ça, c'est des opportunités de se dire, ben, c'est quand même le fun, parce que justement, quand les consommateurs, au lieu de te dire, hey, t'es ton pollueur, parce que là, tes vaches, ils font du méthane, puis c'est à cause de toi que ça va mal sur la terre, ils viennent te dire, hey, c'est vraiment cool ce que tu fais, j'aime vraiment ce que tu fais. Ben, ça reste quand même que ça t'aide un peu à dormir la nuit, là, tu sais, de te dire, c'est le fun d'avoir les consommateurs de ton bord. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est tout ça qui va nous apporter, je pense, à nous rendre plus loin. Les risques que j'ai avec mon entreprise, moi, c'est des risques que je dis que je peux pas contrôler tant que ça. Moi, mes vaches dehors, on a vu une photo tantôt, ben, justement là, que les vaches dehors sont à l'année dehors, il y a une plaque de ciment, le reste est une bande végétative filtrante. Ben, c'est sûr que le jour que le MAPAC va dire, ou plus le ministère de l'Environnement va dire, ça n'a pas de bon sens, ça, on tolère plus ça. Vous polluez avec ça, on veut plus vous avoir. Ben là, ça va être quoi? Je vais faire quoi cette journée-là? Je vais refaire un état, moi-dessus? Ben ça, c'est des choses que je peux pas contrôler. Je me dis, ben là, je le laisse entre les mains, puis j'espérance qu'ils viennent pas trop m'écœurer. Mais c'est vraiment pas des choses que je peux contrôler. Fait que, tu sais, moi, mes risques, c'est tout le temps, est-ce que la fédération va changer de loi en va faire que j'aurai plus le droit de faire ce que je fais là? Est-ce que... Mais là, actuellement, ça fait, puis j'ai pas envie de me casser la tête. Puis je fais quand même le pari de me dire que si dans 5 ans, dans 10 ans, il y a quelque chose qui change, ben je risque d'avoir les moyens d'acheter le voisin qui lui a fait une grosse étape à 3 millions. Il y a de la misère à arriver, puis je vais aller l'acheter, puis dans le fond, ça va le faire. Ouais, c'est pas... ça me fatigue pas tant que ça. Fait que c'est ça. Fait que pour les opportunités, ben j'ai beaucoup de contrôle dessus. Pour les risques, ben souvent, c'est des choses que j'ai pas trop de contrôle, fait que peut-être bien que ça vaut pas la peine que je me casse la tête avec ça. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Salut, merci de ta présentation. Moi, j'enseigne au CRIFA, j'ai plusieurs élèves.
Ils sont, ben là, il y en a qui sont partis, mais il en reste. Ben, c'est ça qui m'inquiétait tantôt que j'ai dit qu'il fallait partir. Il y en a une gang ici Non, mais déjà. il y avait un autobus à prendre. Mais question relève, tu sais, on a beaucoup d'élèves qui viennent plus du milieu, qui n'ont pas de parents, en fait, Ouais. une ferme, ils sont pas apparentés. Quelqu'un qui veut démarrer dans le laitier, est-ce que ta formule est peut-être un peu plus accessible, je dirais pas facile, mais accessible pour des jeunes qui, justement, tu sais, acheter des fermes à des millions, ça se peut quasiment pas, mais là, de se dire, c'est un modèle un peu de gérer des vaches comme des bovins, en fait, là. Puis là, tu as juste à acheter un système de traite, mais tu sais, tu peux avoir seconde main. Penses-tu que pour des relèves, c'est un peu plus viable? Moi, je pense que c'est plus facile. Mais, ça dépend de ce que tu es prêt à faire comme sacrifice aussi, parce que là, dans le fond, si tu vas avoir de la terre un peu à bas prix ou des possibilités de location à bas prix, ça se peut que dans le centre du Québec, tu sois pas capable. Alors que ça se peut que dans le nord de l'Abitibi, tu vas réussir à le faire. Fait que, tu sais, dans le fond, là, mais oui, puis honnêtement, la plupart des gens, dans le fond, j'ai beaucoup de gens, d'agriculteurs qui viennent chez nous visiter. Et ce que je suis surpris, faut faire attention, mais il y a très peu de producteurs de lait bio qui viennent visiter chez nous. Très, très peu. C'est très rare. Puis les groupes de producteurs, là je vois cette table, ils viennent pas chez nous. J'ai l'impression que ça l'intéresse pas tant que ça, ces gens-là qui sont déjà dans un modèle qui se disent « ça me plaît, puis je veux pas aller plus loin que ça dans ce modèle-là ». Moi, les gens qui viennent chez nous, c'est des gens qui n'ont pas de ferme, qui se disent « de quelle façon je pourrais me décoller ?» Ou, ce qui est assez surprenant, là, j'ai des gars qui sont venus chez nous que leurs parents ont 200 vaches, sont dans le centre du Québec, qui ont des maîtres éleveurs, puis qui disent « moi, ce modèle-là, il ne m'habille pas. » Puis là, je cherche de quelle façon je pourrais faire de quoi qui m'habillerait. Puis c'est vraiment... Quand j'ai vu ta ferme, je me disais, ah, ça m'habille. Fait que c'est ça. Fait que l'hydrauliquement, c'est beaucoup, mais il y a beaucoup de jeunes qui dans la fois, qui partent de rien. Mais oui, il y a un certain nombre de sacrifices à faire. Et là, de là dire, est-ce que tout le monde est prêt à le faire? J'en reviendrai tantôt. Je peux prendre... donc, je vais y aller tout de suite. Par rapport à la relève, puis tu sais, moi, dans le fond, actuellement, là, mon casse-tête, c'est pas un gros casse-tête, mais je cherche la façon, parce que là, j'ai très grande terre. Puis je cherche la façon que je vais réussir à protéger la terre pour empêcher la prochaine génération. Justement, moi, je veux la projeter dans le millénaire. Ben, si je veux la projeter dans le millénaire, il faut qu'elle soit protégée pendant les 1000 prochaines années. Et il ne faut pas que la prochaine génération puisse la vendre. Ni la deuxième, ni la troisième. Fait que c'est de voir de quelle façon on va réussir à faire une fiducie avec ça. Et ça, c'est mon prochain combat, de me dire, moi, mais que j'arrive à ma retraite, mon objectif, puis ça peut arriver, ce n'est pas mes enfants qui aiment ma ferme, parce que s'ils ne sont pas intéressés, ils ne l'auront pas. Mais mon objectif serait de dire, ben, regarde, OK, je vends les vaches, le quota, un bloc de terre, mettons un 150 acres. Tu en feras ce que tu veux. Le reste, je suis prêt à te le prêter pour les 50 prochaines années. Et après ça, de quelle façon qu'on serait capable de faire virer ce roue-là? Parce que dans le fond, j'ai pas besoin de... J'aurais pas besoin de 7 millions, je penserais pas à ma retraite ou de 20 millions. Tu sais, dans le fond, j'ai pas... je veux dire, je m'habille... J'allais dire, je m'habille en guenille, là, c'est pas de même que je dis ça. Mais... je m'habille une fois par jour, puis je veux dire, j'en use pas tant que ça du linge, fait que, mais j'arrive à ma retraite, j'aurais pas besoin de mettre 4 paires de bobettes parce que là, je suis à ma retraite, tu sais, dans le fond. Hein. Oui, en fait, j'ai cru comprendre que tu avais fait partie du... Dans le fond, vous aviez compté le bilan carbone avec Agriclimat. Oui. Et je me demandais où tu te positionnais par rapport aux fermes. Ben, si dans le fond, c'est que là, ça, je trouve ça dur un peu parce qu'Agriclimat, ben, dans le fond, le modèle carbone, moi, je trouve qu'il reste beaucoup de choses. Parce qu'ils ont tout le temps des nouvelles choses qui changent à chaque année, ils ne savent pas trop, parce que c'est un vois qu'il y a une progresse aussi. C'est un peu comme notre ferme. Mais oui, je l'ai fait faire une fois, et ça avait quand même... Ça m'a fait un petit velours, mettons, là. Parce que moi, j'avais peur, je me disais, si, mettons, qu'ils me sortent que j'ai vraiment un bilan de merde, là, un jour, ça va me rattraper. C'est encore possible que je change quelque chose. Et là, je l'ai fait faire, moi, ça fait 2 ans que je l'ai fait faire. C'était à l'automne 2023. Puis, justement, quand ma conseillère était venue me le présenter, elle avait dit, ben... Elle dit, c'est tellement irréaliste que ça se peut pas. Dans le fond, elle dit, tu sais, les fermes comme la tienne, là, je me rappelle plus du chiffre exact, là, c'était genre, grosso modo, c'est entre 800 et 1000 les meilleurs, mais tu sais, la moyenne est plus à 1000, puis il y en a gros qui sont à 2000 tonnes de CO2 par année. Puis là, moi, j'étais à 29 tonnes de CO2. Fait que là, elle dit, c'est comme, elle dit, mes bas sont à 800, puis là, toi, t'es à 29. Ça se peut pas, puis elle dit, on sait pas pourquoi, mais là, elle dit, j'ai envoyé ça plus haut. Ils ont checké les chiffres, puis ça arrive encore à ça, fait que j'ai pas fait d'erreur, fait qu'on sait pas trop. Fait que, tu sais, dans le fond, là, j'ai comme fait, ah, c'est cool, parce que ça veut dire que je suis encore dans une direction intéressante. Mais oui, parce que, pourquoi? Parce que finalement, dans Agriclimat, je cochais pas mal toutes les coches. T'sais, nous, on a planté des brise-vents parce que finalement, au début, c'était pour ci, c'était pour ça. On aime ça, là, ça attire plein de choses. Hein, on s'est rendu compte qu'il y a pratiquement plus de mouches au pâturage depuis qu'on met des brise-vents, parce que finalement, j'ai une quantité industrielle d'oiseaux et en variété et en...
ben on a recréé une certaine biodiversité sur la ferme qui fait qu'on n'a plus de problème avec les prédateurs sont pas problème, les mouches sont pas problème, ça c'est pas... Ben, fait que là, ça a fait qu'on a planté en tout 35 km de brise-vent. Ben, toutes les fois, là, ça, dans le bilan carbone, ça paraissait, j'ai baissé mon bilan carbone. Ah, là, on a beaucoup de prairies permanentes. Ah, c'est super bon, mon bilan carbone. Ben là, au final, ben, je coche toutes les coches, fait que je suis bien chanceux, mais je me dis, on en reparle dans 5 ans. Là. Ça se peut que dans 5 ans, il m'arrive avec un nouveau modèle, puis là, ils vont faire, finalement, on a évalué 4000 fermes au Québec, puis il était à la 3995e. Fait que là, t'as bien qu'il faut que tu changes de quoi, tu sais. Ouais, c'était pas mal ça, ma conclusion, c'était de dire au monde, tu sais, dans le fond, on n'a rien réinventé, là. On a juste fait ce qui nous plaisait au travers de ça. Fait que, tu sais, des fois, t'as le droit de pas faire comme tout le monde, puis t'as le droit de pas la prendre, l'autoroute, si tu veux pas la prendre. C'est ça. Puis, on n'est pas si loin que ça au Lac-Saint-Jean, c'est vous autres qui êtes loin de nous autres. Oubliez jamais qu'un stand de l'univers, c'est dans notre secteur. Merci.